Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 25. Dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Pour tous les nouveaux zappeurs et zappeuses qui nous ont rejoints, sachez que vous pouvez retrouver en description tous les chapitres du Zap pour choisir les news qui vous intéressent le plus. Et vous pouvez également tenter de gagner un ou plusieurs NFT de la chaîne juste en laissant un petit commentaire sous les Zap Crypto. Les tirages ont lieu en live sur Twitch tous les dimanches. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. On va parler donc de la seconde news du jour qui concerne cette fois-ci le Salvador et plus précisément donc son président Nayib Bukele. Et c'est comme ça que sur Twitter, le président du Salvador a indiqué « Excellente nouvelle économique, les exportations ont augmenté de 17%. Nous sommes passés de l'importation d'énergie à l'exportation de 900 000 $ et nous exportons maintenant 31 millions de dollars. Nous avons le taux d'inflation le plus bas d'Amérique centrale et 70 000 nouveaux emplois ont été créés. Également, le tourisme continue de se développer. En fait, depuis l'acceptation du Bitcoin au Salvador, les touristes arrivent massivement dans le pays. Et on a notamment pas mal d'Américains qui viennent voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, un pays qui accepte comme moyen de paiement légal le Bitcoin. Faut savoir qu'au Salvador, tu peux payer ton essence, ton McDonald's et à peu près tout dans le pays avec du Bitcoin. Et cette année, le Salvador, il a réussi à attirer plus de 1,1 million de visiteurs. Mais c'est pas tout, parce que le président, il a également donc indiqué dans un autre tweet, plus de nouvelles, le nombre d'entreprises exportatrices a augmenté et nos produits atteignent désormais davantage de destinations. L'agriculture s'est également développée, les exportations de café ont même augmenté de 67%, celles des céréales et de légumineuses de 61%, et celle d'agrumes de 35%. Le tourisme se développe comme jamais auparavant. Donc malgré la chute du Bitcoin et du marché de la crypto à l'heure actuelle, le Salvador semble se porter donc mieux que jamais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça pourrait également pousser d'autres pays à l'avenir à tenter de reproduire le même schéma et d'accepter également le Bitcoin comme monnaie légale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait une institution américaine, je crois que c'était le Trésor public ou bien peut-être que c'était la Banque centrale américaine qui avait donc exhorté le Salvador de refuser ou de retirer en tout cas le Bitcoin comme monnaie légale. À quoi avait répondu le président avec un tweet plutôt haut en couleur. Les Français sont les plus opposés, aux monnaies numériques de banque centrale. On voit ça, c'est un peu, si tu veux, une espèce de qu'on appelle ça, un vote, les gens qui seraient pour ou contre ou neutres par rapport aux monnaies numériques de banque centrale. Et on voit que les Français sont opposés. Après, peut-être qu'il y en a qui comprennent rien, ils ont dit, oh, je sais pas, ouais, non, je veux pas. Bon, en tout cas, monnaie numérique de banque centrale, il y a des pour et des contre, on a déjà parlé. Et voilà, moi personnellement, j'aime pas trop ça, mais bon. D'ailleurs, en parlant de réglementation, on a l'Europe qui inquiète le secteur des stablecoins. En effet, la loi MiCA comprend certains éléments qui pourraient entraîner le bannissement des principaux stablecoins adossés au dollar, qui sont l'USDT, l'USDC et le BUSD, et qui représentent près de 75% des volumes échangés en stablecoins. Et concrètement, le texte actuel propose d'imposer un plafond d'échange journalier pour les stablecoins à 200 millions d'euros et 1 million de transactions. Mais le truc c'est que si on prend l'USDT, on parle d'environ 50 milliards de dollars de transactions journalières et 5 milliards de dollars pour l'USDC. Bref, ce genre de plafonnement aura l'effet d'un bannissement qui fera fuir cette industrie en dehors de l'Europe. Et donc en réponse à ce texte trop contraignant, on a les associations Blockchain for Europe et la Digital Euro Association qui ont écrit une lettre commune au Conseil européen pour avertir qu'une telle restriction pourrait déstabiliser le marché des cryptos et pourrait également entraîner une volatilité extrême sur le court terme et sur le moyen long terme pourrait réduire la liquidité, rendant ainsi les frais plus chers, ce qui induira une fuite des acteurs crypto et donc réduira l'innovation du secteur crypto en Europe. Et en gros, d'après ces deux associations, si l'Europe met en place ces restrictions, elle fera fuir les entreprises crypto et elle ratera le tournant technologique de la blockchain et des cryptos. L'insulte est dure. Fiscalité NFT ensuite, rappelez-vous les amis, c'est juste un message de prévention. En gros, déclarez tout. De toute façon, NFT, crypto, machin, vous déclarez tout. Vous déclarez vos comptes à l'étranger si vous êtes en France, pour pas avoir l'amende de 1500 balles. Toutes les plus-values, vous déclarez également aussi. Vous amusez pas à vous dire, ouais, j'achète des cartes prépayées, ou alors je paye avec ma carte Binance ou quoi, les gars. En plus, avec tout ce qui est PSAN, tout ce qui est impact, en fait, de l'administration sur les différents exchanges et le monde crypto Web3, et en plus la rétroactivité, parce qu'ils peuvent aussi remonter en arrière, c'est un coup à jouer avec ça pour économiser un petit peu d'argent et se faire défoncer derrière. Donc mon conseil,
déclarez tout, déclarez vos plus-values, tout ça, et payez ce que vous devez, ou sinon partez, changez de pays si vous n'êtes pas d'accord avec les règles, du coup, voilà. Mais moi, ça me fait mal au cul, hein. Tous les mois, je withdraw, et 30% de flat tax, en plus j'ai l'URSSAF aussi derrière, ça fait mal au cul. NFT, 6 heures après son lancement, cette plateforme s'est déjà fait voler 800 000 $. Les hackers ne connaissent pas la crise. C'est un lancement qui a été fait, donc Sudora, il y a eu toute une com en mode on va concurrencer OpenSea, etc. Donc ils ont lancé leur plateforme, et au bout de quelques heures, c'était un rug pull en fait. Ils sont partis avec la caisse, ils ont tout coupé. Tous les réseaux sociaux, ils ont disparu. Okay. 800 000 $. Après, c'est peu, entre guillemets, parce qu'on est en bear market, donc les pauvres, ils n'ont pas pu prendre des millions. Mais voilà, les mecs, ils se débrouillent quand même. Sudora, c'est le fork de LuxRare. Donc les mecs qui ont fait le fork, qui ont lancé la plateforme, depuis le début, ils avaient le projet de faire un rug pull, si je comprends bien. Ils ont juste attendu que les gens... C'est exactement ça. Ah putain. Et tous les gens qui pensaient qu'ils étaient early dans le fork et qui se sont tous mis là-dedans, ils se sont tous fait ken, quoi. Donc il n'y a pas assez de se faire niquer déjà avec la baisse du Bitcoin. Non, il faut en plus que tu te fasses niquer les gens qui te scamment, quoi. Il faut qu'ils bossent, les hackers. Il faut qu'ils mangent. Chacun doit gagner sa croûte comme il peut. Peter, t'es gentil. T'es qui toi pour enlever le pain de la bouche de ces gens-là, hein, tu m'expliques? Moi je suis personne, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, s'ils ont des miettes de pain et qu'ils veulent les partager à Biarritz, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir. Et la première chose que je fais dès que je me lève, dès que je suis à peu près conscient, c'est de faire complètement le vide. Parce que souvent, j'ai une charge mentale dès le matin qui est due peut-être aux rêves, aux pensées que j'ai eues pendant toute la nuit. Et j'essaye de nettoyer mon esprit au maximum pour essayer de faire vraiment le vide. Et donc, j'essaye de ne penser à rien. Et ça, c'est hyper difficile lorsque tu as un esprit qui mouline avec des pensées positives, négatives. Et souvent, le gros problème, c'est que dès le matin, ton mental inconsciemment va organiser des choses à faire dans la journée. Il va te faire un résumé peut-être de la veille, il va te faire peut-être un agenda de façon automatique sur quelles sont les choses à faire qui sont agréables, peu agréables. Et ça, personnellement, j'essaye d'évacuer au maximum et d'essayer d'avoir un maximum de pensées positives. Donc ici, j'essaie de pas me faire emmener par mon mental et par ma charge mentale, mais de justement reprendre le contrôle. Et souvent, ça passe soit par une phase de méditation, mais surtout par une phase de respiration. J'essaye de respirer, d'inspirer encore plus, d'expirer encore plus, de réoxygéner mon corps et j'essaie de ne penser à strictement rien et ça me permet de faire le vide. La deuxième chose que je fais, c'est tout simplement essayer de sourire. Ça peut sembler complètement bête, mais sourire comme ça, même si tu ne penses à rien, ça a un impact sur ton mental et ça a un impact sur ton corps. Ça a un impact également sur ton humeur et l'humeur que tu vas avoir tout au long de la journée. Alors oui, le matin, je souris pour essayer d'avoir un maximum de positivisme. Et surtout, il ne faut pas négliger que le fait d'avoir des actions corporelles peut avoir un impact positif sur ton mental et sur les actions que tu vas mener tout au long de la journée, que ce soit tes projets ou tes initiatives. Car ce que tu fais, c'est que en souriant, tu envoies un message à ton mental comme quoi en fait tu es heureux et ça change complètement toutes tes futures actions. Il faut bien commencer quelque part et la première question nous vient de Danny Bouteiller qui nous demande: Salut Mining TK, quelle approche à ta famille très proche, femmes, enfants qui vivent avec toi, sur les activités que tu as dans la crypto-monnaie? Ou du moins, est-ce qu'il s'intéresse à ton activité en détail ou c'est juste, il fait des trucs avec le Bitcoin? Alors pour commencer, merci à toi car je pense que c'est une question qu'on ne m'avait encore jamais posée sur mes réseaux. Et donc pour y répondre, je dirais premièrement que effectivement pour les personnes qui vivent avec moi à mon domicile, d'une certaine façon, ils sont obligés de s'y intéresser, en tout cas au niveau des crypto-monnaies, puisque effectivement, avec du matériel de minage à la maison, c'est très difficile de faire comme si de rien n'était. Ma compagne d'ailleurs m'a donné un coup de main à l'époque, notamment pour la réalisation des premiers supports de rig que j'avais fait totalement en bois maison avec du bois de récup, comme je le dis toujours dans mes vidéos. Donc on était vraiment parti sur un montage ensemble où on avait vraiment assemblé les différents morceaux de bois pour justement faire un support de rig, percer les étagères, etc., etc. Donc à ce niveau-là, vraiment au niveau de l'installation, c'est difficile de ne pas en parler. Alors, je dois dire qu'on évite quand même d'en parler à longueur de temps, puisque sinon c'est vrai qu'à un moment donné, on ne fait plus que parler de ça. Mais il est certain que maintenant, vu que mon travail est lié directement au monde des crypto-monnaies, eh bien forcément, un petit peu toute la famille doit s'y adapter d'une certaine façon, aussi bien au niveau de mes parents, frères et sœurs, etc., etc.
ça fait effectivement partie de mon quotidien, mais j'évite quand même d'en parler, si ce n'est les classiques, aux réunions de famille, à Noël ou à Nouvel An, quand on nous demande un petit peu justement comment ça se passe les investissements en crypto-monnaie, avec soit le Bitcoin qui monte, soit le Bitcoin qui descend. Mais de manière générale, oui, les gens maintenant sont totalement conscients de ce que je fais, et ça fait vraiment partie de leur univers, de leur écosystème, comme ça fait partie du mien à l'heure actuelle. En parlant de Demerge et d'Ethereum, faut savoir qu'il y a un nouvel exchange qui a annoncé son support aux divers tokens qui risquent d'apparaître suite à Demerge, et on va dire Ethereum Proof of Stake, donc le nouveau Ethereum qu'on appellera tout simplement Ethereum, et Ethereum Proof of Work, qui est actuellement nommé ETHW pour le jeton. Donc Bitfinex, c'est un exchange majeur, c'est eux qui ont créé Tether, donc l'USDT. En tout cas, c'est les mêmes créateurs, ils sont très proches l'un de l'autre. Et ils ont rejoint Poloniex en fait, et un certain nombre d'exchanges qui sont mis à proposer les deux, donc le Proof of Work et le Proof of Stake. Vous pouvez faire dès maintenant sur Bitfinex, vous envoyez vos Ethers, vous choisissez de faire la séparation ETHW, ETHS pour Proof of Stake, et vous obtenez les deux, et vous pouvez vous mettre à trader et essayer de gagner de l'argent et de profiter de Demerge. Mais attention, c'est des choses qui sont risquées. On rappelle que Demerge n'a pas eu lieu, donc les tokens que vous achetez, c'est plus des engagements de Bitfinex à fournir les tokens si Demerge a bien lieu. Ensuite, bien évidemment, on est obligé d'en parler, c'est qu'aujourd'hui va démarrer à Biarritz pour parler Bitcoin et NFT. Donc je crois qu'il y a deux événements, il y a Surfing Bitcoin et à côté il y a NFT Biarritz. Donc c'est deux événements distincts et c'est du 24 au 27 août. On passe tout de suite à l'actu suivante qui concerne cette fois-ci la Corée du Sud qui va carrément prélever un impôt sur les airdrops. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un airdrop, c'est tout simplement des cryptos ou des tokens qui sont distribués gratuitement pour divers événements ou pour diverses raisons. Et le ministère donc sud-coréen a indiqué que maintenant ils allaient taxer les transferts de crypto-monnaies, les récompenses de stacking et les tokens bifurqués, et donc tout serait assujetti à un impôt sur les dons en vertu de la loi sur les successions et les dons. Ce que ça veut dire, c'est que notamment en fait les récompenses qui étaient reçues en airdrop suite à du stacking vont être également imposées, et ça à l'aide justement de l'imposition qui est prévue dans le pays sur les donations. Mais ils ont également indiqué que tout transfert gratuit de crypto-monnaies, donc par les exchanges, et ça sous la forme d'un airdrop, de récompenses de stacking ou même de tokens donc hard forkés, entraînerait un impôt sur les dons. Donc si jamais on a le droit à un hard fork sur l'Ethereum, les personnes qui recevront les nouveaux jetons devront également payer un impôt sur les tokens reçus. C'est plutôt inquiétant comme décision. Maintenant, on peut quand même comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se servent des airdrops ou encore du stacking afin de ne pas payer l'imposition en Corée du Sud. Mais en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas le droit au même type de système en France et en Europe. On commence avec Moderadar qui nous parle de l'électricité qui continue d'exploser en Europe, donc rien à voir avec les cryptos, mais c'est quand même il y a quand même un lien intéressant avec les cryptos. Désormais, le mégawatt-heure se négocie autour de 600 € en France et en Allemagne. Et ce qui veut dire, c'est que, alors on se rend pas forcément compte parce que c'est pas des prix qu'on connaît forcément, mais 600 € c'est énorme. Je vous donne un exemple juste en dessous. Je vous dis que avant 2020, tout ce qui dépassait 75-100 € était considéré cher. Donc ce qui veut dire, c'est que on a fait minimum x6 sur le prix de l'électricité. C'est dû à plein de choses, macroéconomie, les guerres, l'Ukraine, tout ça, la Russie, c'est dû à pas mal de choses qui poussent ces prix en fait au niveau de la hausse. Et du coup, forcément, pour les foyers français, pour les foyers des pays européens, ça va être dur et ça va impacter fortement durant cet hiver. Mais aussi indirectement sur les mineurs crypto, ça va être aussi une conséquence qui va être importante à regarder. Donc c'est quelque chose qui fait assez peur parce qu'en fait, on l'anticipe pas mal et on est en train d'avoir pas mal d'inquiétudes et de se poser problème par rapport à ce souci-là. On fait x6, x7 sur le prix de l'énergie, alors que on est en plein mois d'août et que pour l'instant on n'a pas besoin. Et je me dis que si ça arrive vraiment et qu'on fait un x6, x7 sur le prix de l'énergie et qu'on est dans la merde en fait au niveau de cet hiver, ça risque d'être assez compliqué parce qu'en fait si on a autant d'inquiétudes avant que ça arrive, quand ça va être le cas, c'est un peu le bordel. Après c'est pas du tout mon domaine et je suis pas du tout expert là-dedans. Tout ce que je sais c'est que on a EDF qui a été nationalisé au niveau de la France en fait. C'est une entreprise qui est nationalisée par la France et du coup à ce que j'ai compris en fait les prix vont être moins impactés, on n'aura pas un x6, x7 directement sur les foyers des Français. À ce que j'ai compris. Après on verra ce que ça donne en concret. Mastercard s'associe à Binance pour apporter les crypto-monnaies à 90 millions de commerçants. Bien, Binance avance, on le sait, on le sait. Et Mastercard, évidemment, s'associe à une très très grosse société. Mastercard, ils essayent d'avancer au maximum, évidemment. Excusez-moi, je coupe mon téléphone en même temps. J'ai pas pensé, j'ai toujours une tonne d'appels. Voilà, ça y est, c'est fait. Et donc tout ça, c'est bien pour notre écosystème, parce que ça avance, mes amis. On n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. On est sur la pente malgré
malgré que on a pris un bouillon, malgré qu'on a pris les coups sur la tête, malgré que plein d'entreprises ne vont pas bien, vous voyez, mais ça fait rien. On avance. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'aussi, dans cette période, même si on suit le marché traditionnel, si vraiment on n'avait pas de la force, si nous n'étions pas solides, si la communauté déjà dans l'ensemble de la crypto-monnaie n'était pas solide, s'il n'y avait pas des entreprises qui se battaient fort et tout, malgré tous les problèmes qu'il y a, on tient la route quand même. On ne s'est pas effondré. On n'est pas encore descendu à $1000. Et si on redescend, comme disent certains, à 4000, 5000, moi j'y crois pas sincèrement. Mais ça peut arriver. J'ai pas de boule de cristal, je détiens pas la vérité, j'ai aucun pouvoir sur la crypto-monnaie, donc ça peut tomber à 5000, 10 000, tout ça, c'est possible, pourquoi pas. Mais ça veut dire que le marché traditionnel se sera écroulé aussi. Donc quelque part, j'allais dire en rigolant, c'est pas de notre faute, c'est pas de ma faute, monsieur. Mais non, en réalité, c'est que tout le marché économique mondial s'écroule. Moi, je serais hyper inquiet pour le Bitcoin, pour les crypto-monnaies, pour toute la DeFi, si effectivement on s'était écroulé alors que le marché traditionnel ne bougeait pas. Et que nous on s'écroulait, je dirais oui, bon bah là il y a un gros problème. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout ce qui se passe. On tient le choc vraiment. Donc voilà, allez, je continue à avancer. Le 8 août dernier, les adresses du smart contract Tornado Cash ont été ajoutées à la liste de l'OFAC des personnes et entités bloquées par le Trésor américain. Concrètement, cela signifie que toute organisation ou toute personne qui interagit avec les adresses listées dans ce document est automatiquement considérée comme un criminel. Dans ce cas, un procureur américain n'a même pas besoin de faire appel à un procès ou à une condamnation en justice pour que vous soyez considéré comme un criminel, avec toutes les conséquences que cela peut avoir aux US et en dehors. C'est une décision tout simplement incroyable et lourde de conséquences car Tornado Cash est un simple outil. Alors peut-on considérer que l'usage d'une hache vous rend complice de toutes les atrocités qui ont pu être commises avec dans l'histoire ? Quelle est la frontière qui vient d'être franchie par les autorités US ? Est-ce que le monde de la finance traditionnelle serait en train de passer à l'attaque sur le monde des cryptos ? Serait-ce le premier acte de la grande lutte entre la souveraineté des États et la souveraineté des personnes ? Moi, je suis là pour vous. Vous savez bien, je suis quelqu'un qui partage tout ce que j'ai. Je fais pas payer jusqu'ici, j'ai jamais fait payer personne. Parce que de toute façon, à quoi ça sert ? C'est pas mon job. Maintenant, si tu veux une formation sur le trading, moi j'ai donné des cours, voilà, parce que je me suis formé sur le trading. Pour pouvoir avoir un niveau, il faut que tu payes de l'argent. Enfin, il faut que ça te coûte de l'argent, les beaux. Moi, je suis allé à Academy of Financial Trading. Tu regardes sur Internet, Academy of Financial Trading, c'est des webinaires qui coûtent un pont. Je l'ai fait, ça m'a coûté de l'argent, mais grâce à ça, je gagne de l'argent, tu vois. Et des fois, oui, je perds de l'argent, mais pour le moment, je suis gagnant. Le discours de Jérôme Powell le vendredi lors du symposium de Jackson Hole. Alors il est extrêmement attendu parce qu'on va l'attendre sur les taux. Alors actuellement, les intervenants étaient en début du mois partis pour du 0,50 d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed. Parce qu'on a eu vraiment des bonnes stats, des bons résultats des entreprises américaines et puis une inflation qui paraissait bien contenue. Donc du coup, on était parti plutôt sur du 0,50. Et puis là, on a des indices PMI alors américains qui ne sont pas bons, européens qui ne sont pas bons. Donc on note un ralentissement, une contraction de l'activité, un ralentissement de l'activité. Et on a l'OPEP qui fait des siennes, même l'OPEP+, puisqu'on a l'Arabie Saoudite qui a tenu à rappeler, on leur demandait rien, mais ils ont quand même tenu à rappeler qu'ils avaient les moyens de faire remonter les cours en baissant leur production. Donc merci, on le savait, c'était pas la peine de le dire. Et le simple fait de dire cela, ça a permis notamment au baril de Brent de recoller quasiment les $100 le baril. On a clôturé à 99,52 $, on a repris 3%. Donc ça, c'est pas très favorable, bien entendu, pour l'inflation. Et donc du coup, plutôt 0,75 l'augmentation des taux pour de la Fed le mois prochain que 0,50. Voilà. Donc le dollar en daily. Donc là, on est vraiment au bord du gouffre. Vraiment. Regardez, je vais bien zoomer. On est vraiment au bord du niveau à break, donc les 109 points. Donc on a pété les 109 points, mais on n'a pas clôturé. Et surtout, en fait, on n'est toujours pas venu chercher toutes les liquidités au-dessus de précisément les 109,284.
14. On s'est arrêté, je peux vous dire précisément. Donc en fait c'est simple, vous mettez votre souris juste au même niveau que cette bougie et vous allez en haut ici et vous regardez au niveau de H pour high, donc pour haut, sinon en français. Donc ça fait 109.27 alors que le haut à péter c'est 109.29. Donc bon, c'était vraiment pas loin et là donc il y a deux solutions. Solution numéro 1, c'est soit on a encore une grosse accélération dans la journée ou la semaine et on arrive à péter ce niveau-là. Et là, bon, on peut voir une grosse accélération haussière, donc les cryptos qui vont aller très très bas et très très rapidement. Ça va pas être très joli à voir. Solution numéro 2, on s'arrête là et on est rejeté et on va beaucoup plus bas et c'est bon, on repart en bull run. Oui, c'est aussi simple que ça. En réalité, c'est pour ça que c'est très important de faire de la macroéconomie. Donc là, voilà, en fait, ça serait tout simplement, on appelle ça un double top. Donc là, c'est les solutions bullish bearish. Bien sûr, il y a toujours une solution intermédiaire. Hein. Donc là, on va dire c'est une solution B, le plan B. Mais bon, c'est pas vraiment un plan. On va dire là, c'est un plan intermédiaire. Ça serait de juste venir se reposer avant de repartir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc là, pour calculer du coup un potentiel retournement ici de mini tendance. En fait, il y a plusieurs tendances dans plusieurs tendances. En gros, en fait, c'est très simple. Vous prenez le retracement de Fibonacci, vous prenez l'aimant juste ici, et vous prenez le bottom, le top, donc on fait comme ici, et on vient de regarder un petit peu les niveaux. Donc là, en gros, ce que je vais vous montrer, c'est que dans ce même retracement-là, on peut avoir un deuxième retracement, donc exactement pareil qu'ici, donc avec une impulsion haussière, un retracement soit au niveau du premier arrêt et une explosion, soit un peu plus bas, donc un retracement plus profond, entre les 0,618 de Fibonacci et les 0,790, donc dans la zone de rechargement, avant de repartir. Donc, en gros, on va dire un niveau, 2 niveaux et demi, on va dire, qui peuvent nous atteindre avant de repartir plus haut et venir donc exploser tous les risk-on, avant de se dire ok, donc là on a sûrement réussi à faire un double top et on repart en risk-on tranquillement. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est loin d'être sorti dès à deux, on va dire, d'un gros bear market et surtout une grosse récession et une grosse crise, on va dire une crise beaucoup plus puissante. Donc vraiment vérifiez toujours le dollar tous les jours. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est je regarde le dollar, mais du coup j'ai vu ça ce matin. Alors là j'étais là, aïe, c'est pas bon. C'est pour ça qu'après je vous ai fait un tweet. Donc voilà, soyez prudents, mettez des alertes et préparez-vous à enclencher vos plans, votre plan B si on est amené à faire un nouveau plus haut. Au niveau du VIX, le VIX fait du gros vert, donc il y a une peur qui s'installe, une volatilité qui s'installe sur le marché. C'est ce qu'on voit, l'SP500, le Bitcoin de la bourse a cogné sur cette trendline long terme, et pour l'instant il est en train de chuter. Est-ce qu'il va chuter plus bas ou pas? On ne sait pas. En tout cas, il y a une ouverture pour aller directement sur un crack boursier s'il décide d'aller tout en bas. Là, il y aura un crack, tous les gens vont parler. Ça y est, nouveau crack boursier après la crise Internet 2000, après la crise du Suprême 2008, on a la crise tout simplement de 2002. Donc on fait attention. Donc vous le voyez, on continue, on continue de se faire rejeter par cette ligne de tendance baissière. Ça fait maintenant un bout de temps que je vous en parle de cette ligne de tendance, là vous le voyez. Et donc qu'est-ce qui se passe? On voit que là, hier encore, on s'est fait rejeter par cette ligne de tendance. Elle nous bloque vraiment, regardez ça. C'est une ligne de résistance. Tant qu'on est sous cette ligne, eh ben, on est bloqué, on ne peut pas aller plus haut. Ligne de tendance, tant qu'on est en dessous, c'est une résistance. Si on la break par le haut, effectivement, ça peut être un joli petit pump. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. On bascule maintenant sur l'unité de temps weekly. Et sur l'unité de temps weekly, j'aimerais vous parler d'un indicateur dont je vous ai déjà parlé il y a maintenant un petit moment. Il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. C'est l'unité de temps weekly évidemment, donc c'est forcément un indicateur qu'on regarde beaucoup moins souvent. Et cet indicateur-là, alors comment il est construit, pareil, je vous réfère à la vidéo sur YouTube où j'ai parlé de cet indicateur-là. C'est tout simple, c'est vraiment tout simple. On prend le prix du Bitcoin, on le divise par la moyenne mobile 50, on prend le logarithme de tout ça et ça nous donne la courbe qui est en dessous. Tout simplement. Et vous voyez que dès qu'on est sur un fond vert, on est plutôt en tendance haussière, fond rouge, plutôt tendance baissière, etc., etc. Donc on voit par exemple que de 2015 à janvier 2018, on était dans une tendance qui était fortement haussière. Si on zoome un petit peu plus, de janvier 2018 à décembre 2018, on était en tendance baissière, l'indicateur était rouge. Et là, de décembre 2018 jusqu'à là, très récemment, février 2021, quasiment le point haut du prix du Bitcoin, on était dans une tendance haussière. Depuis février 2021, vous voyez l'indicateur, il est passé rouge, donc quasiment l'ATH du prix du Bitcoin, il est rouge, le prix du Bitcoin baisse. Et là, jusqu'à il y a à peu près un mois, fin juillet 2022, l'indicateur est enfin repassé vert. Vous voyez, c'est des cycles assez longs. Quand on est rouge, ça dure quand même plusieurs mois. Quand on est vert, ça dure également plusieurs mois. L'indicateur est quand même assez fiable. Vous le voyez, il y a très peu de faux signaux, voire pas du tout, mais
c'est pas vraiment représentatif. Il y a uniquement 3 signaux d'achat, 3 signaux de vente. Évidemment, c'est clairement pas représentatif pour savoir si l'indicateur il est fiable ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant d'observer que si on prend un indicateur tout simple, le logarithme du prix divisé par la moyenne mobile 50, ça nous donne quelque chose d'assez puissant. Et donc, comme je vous le disais, depuis un mois, l'indicateur est passé vert. Il est passé vert ici, lorsque le Bitcoin a cassé le niveau des 21 000 $ environ. Et depuis, l'indicateur, il est toujours vert. Donc c'est évidemment quelque chose d'intéressant, même si sur l'unité de temps daily, on voit que le Bitcoin a fait une forte bougie d'impulsion baissière, on l'a vu il y a quelques instants, sur l'unité de temps weekly, cette tendance haussière, elle n'est pas encore remise en cause. Vous voyez, on est toujours au sein de ce rebond, plutôt au sein d'un range, on voit plutôt un range maintenant sur l'unité de temps weekly, l'indicateur il vient de passer vert, donc a priori il est censé rester vert encore pendant plusieurs mois, donc on est potentiellement sur un point bas. Juste rapidement au niveau de l'order flow, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de shorter sur ces supports ici court terme. Les fundings sont quand même agressivement négatifs. Ça va pas forcément justifier un rallye, hein, ok. On peut juste faire des petites chasses au stop par exemple, et ensuite des vraies directions baissières. Si la direction est baissière, s'il n'y a pas de demande sur le spot, la direction est baissière simplement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de liquidation au sud, donc il faut simplement attendre la résolution du range et une vraie cassure. Faites très attention. Si jamais le marché fait tac, 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 c'est qu'en réalité il veut casser dans l'autre sens. Et à ce moment-là, il y aura un rallye haussier. Donc ça à prendre en considération. Ce qui fait que là, on n'y va pas directement en ligne droite. Si jamais on veut dumper, c'est parce qu'il y a beaucoup de shorters sur support et que du coup, on est en train de probablement les sortir. À peu près la même chose que sur Bitcoin, vous avez exactement les mêmes choses qui se dessinent, à savoir que le stochastique a plongé un petit peu plus bas, et pour le coup sur le stochastique, sur Ethereum, on a moins d'inflexion que sur Bitcoin. La corrélation avec les marchés est un petit peu plus forte, et puis globalement, pareil, le MACD qui essaye ici d'arrêter ce mouvement de vente, et le RSI qui essaye également de se reprendre ici autour des 41, mais on a un petit rejet au 47. Donc ça, voilà, ça c'était pour la partie vraiment technique, vraiment analyse technique, action de prix, etc. Pour le moment, nous on reste dans le scénario qu'on est simplement ici dans une correction et que effectivement Ethereum va aller à 2004 et que effectivement Bitcoin pourrait aller à 29. Ensuite, une convention NFT in Europe, une des plus grosses conventions NFT crypto qui va arriver. Ce sera à Paris le 17 septembre. J'en reparlerai, peut-être même que je vais y aller, je vous redirai. Et en tout cas, voilà, gros événement, événement physique. Il y a beaucoup d'événements qui se passent un peu dans le métaverse ou d'éléments un peu, décorrélés entre guillemets de la réalité, et je trouve que garder comme ça des événements physiques où les gens se déplacent, se rencontrent et se touchent en vrai, se serrent la main, se parlent, etc., c'est super important, parce que moi je suis convaincu qu'une des ressources qu'on va manquer plus tard quand le métaverse aura conquis le monde, ce qu'il commence à faire déjà, et en fait la ressource, une des ressources les plus rares, ce sera finalement les vrais contacts humains, parce qu'on pourra tout faire depuis son PC de bureau, donc du coup il nous manquera ça, je pense, et du coup je trouve ça important de cultiver ce genre d'événements, donc peut-être qu'on se retrouvera là-bas du coup. On reste dans les actualités des NFT avec Yuga Labs qui accorde finalement les droits de propriété intellectuelle aux détenteurs de CryptoPunks et de Meebit. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Yuga Labs, qui est derrière la collection de NFT Bored Ape, avait racheté en mars dernier la marque des collections NFT CryptoPunk et Meebit. Et la particularité de la collection des Bored Ape est qu'un propriétaire possède les droits liés au NFT, ce qui veut donc dire qu'ils peuvent exploiter l'image du NFT pour produire du contenu ou encore sortir des biens de consommation comme par exemple une boisson énergisante. Mais le truc c'est que avec les collections qu'ils avaient acquis en mars, les propriétaires ne pouvaient pas exploiter l'image de leur NFT, et vous l'avez compris, Yuga Labs va désormais permettre aux propriétaires de ces collections de récupérer les droits associés à leur NFT. Et donc cela devrait en théorie développer l'utilité de ces NFT, et donc potentiellement participer à augmenter le prix si l'intérêt sur les NFT reprenait. Le principal problème de l'immobilier, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour investir. Forcément, si vous voulez acheter un appart et le retaper, c'est minimum entre 50 et 100 000 euros. Si vous achetez un petit studio dans un coin paumé, c'est de là d'où est né WinCity. Le but, c'est de proposer de la tokenisation immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, il divise. Donc, imaginons, vous avez un appartement un immeuble qui vaut 1 million d'euros. Il pourra par exemple être divisé en 1000 NFT d'une valeur de
1000 € chacun ou bien 10 000 NFT d'une valeur de 100 € chacun. Bref, vous comprenez le principe et du coup ça vous permet de pouvoir posséder une partie, un pourcentage de cet immeuble via la possession des NFT, évidemment avec la sécurisation qu'offre la technologie de la blockchain, et de pouvoir percevoir du coup la partie que vous aurez en tant que possesseur, ça sera également la partie des loyers que vous récupérerez. C'est un petit peu un mélange en fait entre le crowdfunding et l'investissement immobilier, le tout via des NFT qui représentent des biens physiques. Il faut savoir que WinCity également s'occupe de toute la partie gestion locative, donc en gros, vous restez chez vous, vous faites comme d'hab, c'est-à-dire vous investissez dans des NFT et après vous êtes tranquille, les doigts de pied en éventail pendant qu'ils s'occupent de tout. Pour ceux qui connaissent le principe, il est un petit peu similaire à celui de Bricks.co qui est un concurrent de WinCity mais également de Reality aux États-Unis qui permet un petit peu ce même principe via la tokenisation immobilière de posséder des biens immobiliers aux États-Unis enfin en tout cas une partie de ces biens via la technologie NFT. Et il faut savoir que WinCity ça sort pas de n'importe où, hein, c'est tout simplement backé par Brick qui est une agence immobilière qui existe déjà depuis un paquet d'années, hein, donc c'est plutôt secure à ce niveau-là. Et en tout cas, vu qu'ils sont backés du point de vue économique, ça risque pas de se casser la gueule dans les mois qui viennent comme la plupart des play to earn dont vous avez entendu parler, mais également ça rassure un petit peu, ça apporte une certaine sécurité de savoir que le projet est backé par un gros groupe qui existe déjà depuis pas mal d'années. Nike, alors une bonne nouvelle, la Nike est en tête du classement des ventes NFT avec plus de 180 millions de dollars. Pas mal, on a compris, hein, toutes les entreprises sont là-dedans. Les dernières données sur les marques de mode qui poursuivent des ventes NFT montrent que les grandes marques comme Adidas, Dolce & Gabbana, Gucci et Tiffany font toutes de bons progrès dans le domaine. Cependant, Nike semble être en tête du classement ayant réalisé plus de ventes NFT que toute autre marque de mode. Hein. On a lu il y a quelque temps, hein, il y avait Tiffany, hein, il a explosé aussi ses ventes, hein, sur un produit qu'il a sorti, on va dire, sur un bijou qu'il a sorti. Hein. Donc c'est bon. Les données partagées par Noah Levin, chercheur chez Dune Analytics, ont déclaré que ces entreprises de mode menaient le battage médiatique NFT. L'activité NFT de Nike a généré plus de 185 millions de dollars de revenus et est devenue l'une des marques les plus rémunératrices du secteur de la mode. Vous vous rendez compte, en tout cas, bon bah écoutez, c'est pas terminé tout ça, hein, ça avance, ça continue d'avancer, et puis c'est bien, bravo. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.